Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Les Tunisiens sont en colère, très en colère, et ils le font savoir. De Kasserine à Gelma, en passant par Tebourba et j'en oublie, ils sont nombreux à descendre dans les rues chaque jour pour dire leur ras-le-bol face à la vie chère, leur colère contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement. Mais le gouvernement, lui, ne veut rien céder, il veut rester ferme. Alors 7 ans après la chute de Ben Ali, sommes-nous à l'oreille d'une nouvelle révolution en Tunisie? Comment éviter l'implosion sociale 7 ans après la révolution de 2011? Deux invités avec moi pour en parler. Madame Nadia Chaban, c'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Vous êtes ancienne constituante tunisienne. Vous avez participé à la rédaction de la constitution de votre pays, la Tunisie. Vous êtes l'auteur de Chronique d'une constituante 2011-2014 qui va sortir le 26 janvier 2018 à Tunis, publié aux éditions Déméter. Vous nous direz, Madame Chaban, au cours de cette émission, de quoi souffre la Tunisie et le remède qui, selon vous, pourrait la soulager. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Madame Nassima Oukhab, vous êtes spécialiste des transitions politiques et économiques du monde arabe et musulman, docteur en sciences politiques. Vous enseignez l'économie politique à l'Université de Nanterre en France. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Ils sont jeunes pour la plupart, très jeunes même, et ils n'en peuvent plus du chômage et de la vie chère. Ils disent ne pas avoir pour objectif de renverser le régime, mais d'être entendus. Mais pour l'instant, c'est avec fermeté que le gouvernement réprime leurs manifestations. C'est un sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. En Tunisie, l'adoption de loi de finances 2018, le 1er janvier, a mis le feu aux poudres dans le pays. Selon ses détracteurs, cette loi impose des mesures d'austérité qui engendrent une série de hausses des prix dans tous les domaines en rapport avec la vie quotidienne des Tunisiens. La loi des finances 2018 a été adoptée par l'Assemblée des représentants du peuple avec 134 voix pour, 21 contre et 12 abstentions durant la soirée du 9 décembre 2017, malgré les polémiques suscitées par certaines nouvelles dispositions contenues dans le texte. L'objectif pour le gouvernement, maintenir le déficit budgétaire à 5% du PIB, limiter les dépenses liées au salaire des fonctionnaires en réduisant la dette publique. L'année 2017 n'était ni la pire ni la meilleure. Nous avons réalisé une croissance qui a atteint 2,2%, alors que les années précédentes, nous avions à peine atteint les 1%. Nous avons dû prendre des décisions difficiles pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Pour 2018, nous avons comme objectif d'atteindre une croissance de 3% et l'équilibre du budget fin 2018. Ce sera une année décisive pour notre projet démocratique. Seulement, les Tunisiens ne l'entendent pas de cette oreille. Mécontentement, signe de protestation puis riposte de la police. Depuis ce lundi 8 janvier, ils descendent dans les rues et demandent l'abandon immédiat de la loi d'austérité. Après la capitale Tunis, la tension ne faiblit pas et la colère s'est étendue vers d'autres villes, Siliana, Kasserine, Tala et Tebourba. Au bâtonnage à la loi de finances 2018, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres, justement. Cette taxation supplémentaire, elle va impacter et s'impacter directement sur leur coût. Et sur leur vente aussi, de manière directe et indirecte. Et donc, ça va impacter, les entreprises concernées, ça va impacter l'emploi dans le secteur, ça va impacter aussi le citoyen final. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à de telles flambées de colère et de ras-le-bol en Tunisie. Dimanche 14 janvier, jour du 7e anniversaire de la révolution découlant du printemps arabe, une manifestation est encore prévue. Je n'ai rien contre ni l'austérité, ni la maîtrise, mais à ce niveau de responsabilité, j'appelle à un minimum de coordination, ne serait-ce au niveau des termes utilisés. Il n'y a ni maîtrise ni austérité au niveau de cette loi de finances. Et je voudrais prendre un seul exemple. Le budget du ministère des Affaires religieuses, qui augmente de 35%. Où est la maîtrise? Où est l'austérité?
nous en sommes très loin. Suite aux manifestations, des voix se lèvent et appellent à l'instauration d'un couvre-feu pour éviter des débordements. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 70 policiers avaient été blessés lors des heurts. Près de 565 personnes ont été arrêtées. Un manifestant a perdu la vie lors des échauffourées. Madame Chaban, quand on voit le 7 janvier 2018, les rassemblements, les manifestations de l'avenue Bourguiba à Tunis, dans votre pays, on ne peut pas ne pas se rappeler les révolutions, du moins la révolution de 2011. Et vous me disiez dans le cadre de la préparation de cette émission qu'on ne peut pas parler d'une nouvelle révolution, mais de la poursuite de la révolution de 2011. Comment se fait-il que 7 ans après, on en est là ? 7 ans après, on en est là et on sera là tant qu'on n'aura pas réglé la question économique. Tant qu'on n'aura pas affronté la question sociale et économique, ce pourquoi les jeunes se sont mobilisés et la population s'est soulevée en 2011 n'est toujours pas abordé. Toute la problématique et le blocage réside sur la crise économique et sur les enjeux et les choix économiques du pays. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu l'ombre d'un changement réellement. Donc forcément, tant que cette question n'est pas résolue, la justice sociale est au cœur de ces soulèvements. La question sociale, et il y a une forme de blocage politique par lequel on passe depuis 2014, moi je dirais, qui fait qu'on se retrouve dans une espèce de forme de consensus mou qui n'a pas du tout rendu service, qui rend pas du tout service, qui finalement finit par bloquer. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec deux grands partis qui sont le parti Nida Tounes et le parti Nahda, qui se neutralisent quelque part et n'ont pas de projet commun. Le seul projet autour duquel ils sont rassemblés, finalement, c'est la prise de pouvoir. Ils ne se sont coalisés que pour prendre le pouvoir. Ils sont coalisés, mais en fin de compte, ils n'ont pas de projet, ils ne sont pas d'accord. Et en même temps, non seulement ils n'ont pas du tout les mêmes projets, ils n'ont pas l'ambition de rompre. C'est surtout ça qui est dramatique. De rompre avec le système ancien. Ils n'ont pas du tout cette ambition et ils ne sont pas du tout ils ne répondent pas aux aspirations et ils ne sont pas dans le changement réellement. Ils n'incarnent pas ce changement. Donc forcément, on se retrouve dans une situation où on tourne un peu au rang. Et c'est quelque chose qui était latent. Hein. Moi, je ne suis pas du tout surprise par ce qui se passe actuellement. Se passe en ce moment. C'était prévisible. Vous nous dites, Madame Chaban, que depuis 7 ans, du point de vue social et économique, il ne s'est rien passé. Il ne s'est strictement rien passé. Et autant la population a été en capacité d'attendre les premières années, c'est-à-dire jusqu'en 2013-2014. Une fois que la Constitution a été votée, et encore, il y a eu quand même de l'impatience d'exprimer à ce moment-là, à partir de 2014, on a passé la question sécuritaire et la question de la lutte contre le terrorisme comme étant une priorité qui allait absorber un peu toutes les attentions, les budgets et autres. Et maintenant, depuis, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il y a des petites réformes, il y a des petites choses qui sont arrivées. Des réformettes, mais le cœur du problème n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui on a le devoir. Oui. De travailler sur un modèle de développement qui soit complètement en rupture avec ce qu'on a connu. Là, on est en train de reconduire à peu près les mêmes types de projets et il n'y a rien de nouveau. Que sous Ben Ali. C'est-à-dire on continue à dire comment on va colmater au niveau du tourisme, on continue à dire de comment on va colmater au niveau des entreprises autour de la loi 72, on continue à part quelques petites modifications à la marge qui concernent l'économie sociale et solidaire, qui commencent à bouger légèrement, il n'y a pas d'alternative réellement qui soit proposée. Et il n'y a surtout pas de priorisation de cette question-là, tout simplement. On navigue à vue, pour ainsi dire. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne deux types de réponses. S'il vous plaît. Vous avez le parti Nahda, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois encore, il nous ressort la question du zakat, de la zakat, qui est une forme de charité, en gros, hein, finalement, oui, comme alternative à proposer, parce que de toutes les façons, dans sa vision économique, la justice sociale ne fait pas partie de sa lecture. C'est un parti libéral, de droite, bien ancré et ultra-conservateur, et qui ne veut surtout pas d'un rôle interventionniste de l'État, d'un rôle protecteur de l'État. Il est plutôt à répondre sous cette forme. Quand vous avez les mêmes pratiques clientélistes, c'est-à-dire que le chômage a certes baissé, mais légèrement, mais c'est dans les rangs de Nahda et du Sérail qu'il a baissé. C'est pas dans les rangs de la population.
Moi, je dis c'est extrêmement grave. Donc il y a une répartition clientéliste on continue à reproduire à peu près le même système sur énormément d'aspects. Je dirais, à part quelques institutions ou quelques ministères où il se passe légèrement des petites modifications, ça reste quand même très très marginal. Donc en face, la colère ne peut qu'augmenter. On peut patienter quand on sait où on va. Mais quand on... Il n'y a pas de cap. Mais quand le cap ne correspond pas aux attentes. Parce que le cap, finalement, les gens ne parlent que d'élections, de qui va passer, qui va prendre la place de qui, et c'est pas ça. La question, c'est quel projet? Donc vous comprenez parfaitement ce qui se passe en ce moment très légitime, dans votre pays, madame. Je trouve que c'est rassurant que des jeunes sortent dans la rue pour revendiquer leurs droits, parce que je pense que c'est les perdants un peu jusqu'à maintenant de tous les enjeux, c'est-à-dire que tout le monde réfléchit leur avenir sans les associer réellement. Et même si on trouve quelques figures jeunes dans le gouvernement, c'est pas ça qui fait que les jeunes participent à ce processus réellement. Ils n'y participent que de manière indirecte et au travers de la société civile. Et c'est très très peu par rapport aux attentes. Aux attentes de la jeunesse, justement, à propos donc des jeunes. Madame Oukhab, vous êtes spécialiste de transition politique et économique dans le monde arabe et musulman. Ce qui est frappant dans les manifestations qu'on voit en Tunisie, c'est qu'elles se déroulent hors des canaux institutionnels habituels. Ce ne sont ni les partis politiques, ni la société civile classique qui suscitent ces mobilisations, mais elles se font de façon autonome avec une capacité de mobilisation qui atteint toutes les villes de la Tunisie. Comment comprendre ça ? Alors, la première chose à dire, c'est que la Tunisie n'est pas un cas isolé dans le monde arabe et musulman. On a eu les cas de l'Iran, par exemple. On a eu quelques mouvements aussi marginaux dans d'autres pays voisins parce que les gouvernements de ces pays-là ont décidé aussi de procéder à des mesures d'austérité pour justement combler le manque de la baisse des prix des cours du pétrole et des matières premières en général. D'ailleurs, le cas de l'Arabie Saoudite, comme on le voit, c'est la première fois dans son histoire qu'il décide de suivre de telles mesures. C'est vrai. Voilà, donc d'instaurer la TVA aux Émirats arabes unis également. Donc on voit bien que la Tunisie n'est pas un cas isolé et ça c'est tout à fait normal. En 2011, lorsque le peuple a décidé donc à la suite des événements du Jasmin, donc ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'était justement ce ras-le-bol général des populations arabes. On a énormément de ressources, on a des capacités, des atouts naturels et scientifiques, tout ce qu'on veut, mais on ne l'exploite pas correctement et on n'arrive pas justement à tirer profit de tout ce qu'on a. Et on se dit finalement, l'élite au pouvoir a spolié ses ressources, s'est accaparé du pouvoir, des ressources naturelles. Le peuple s'est retrouvé en fin de compte sans rien. Donc on se demande cet argent où il est parti, comment il est exploité, où il est investi. Et la jeunesse arabe, elle est majoritaire dans les pays arabes. Donc, en principe, la demande, la réclamation forte et puissante, ça vient de là. Et le fait qu'elle soit propagée dans tous les pays, c'est en partie aux réseaux sociaux. Dans les années 90, voire même 80, lorsqu'il y a eu les émeutes du pain en Tunisie en 1983, le peuple est sorti aussi dans les villes pour réclamer... Lorsque Bourguiba a décidé de l'augmentation des matières de première nécessité comme le pain, les céréales et tout, le peuple est sorti dans la rue pour demander... pour réclamer de vivre bien. Pourquoi cette augmentation alors que les salaires, le pouvoir d'achat ne suit pas? Et la réaction de Bourguiba et de son gouvernement à cette époque-là, c'était d'annoncer finalement l'annulation de cette mesure qui a été prise. Donc le retour au calme a été immédiat. C'était les émeutes du père en 1984. Le 3 janvier 1984. Donc si vous voyez en 2011, également au mois de janvier, c'est comme si une date anniversaire, enfin c'est une coïncidence en quelque sorte. Mais on voit bien, c'est les mêmes vecteurs politiques et sociaux qui reviennent à chaque fois. Donc, on a eu le 26 janvier 78, 3 janvier 84, voilà, janvier tout à fait. 2002. Donc on est dans une sorte de rituel politique. De toute façon, le mois de janvier, il est toujours un peu plus porteur, chaud. C'est le premier jour de l'année, toutes les augmentations. On prend les bonnes résolutions et on décide d'améliorer notre sort. Il n'y a pas ça, parce qu'il y a aussi la loi de finances qui est prise avant. Voilà, donc c'est un impact un peu naturel. C'est l'élément détonateur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder maintenant le vase. Tout à fait. L'application
général. Voilà, donc c'est pas un hasard, mais c'est juste une certaine poursuite des événements, soit politiques ou sociaux, qui s'enchaînent. Mais les réseaux sociaux, en général, ils jouent un rôle prépondérant tout à fait dans la propagation de tout ça. C'est pour ça les gens, notamment les jeunes, c'est les plus connectés d'ailleurs, hein, ils descendent par milliers dans les rues parce que l'information, elle passe assez rapidement et on est tous entourés autour d'un seul but. Et ce qui est frappant, c'est que c'est un mouvement spontané. Ça n'a pas été instrumentalisé par un parti politique ou par un organisme spécifique, mais c'est un ras-le-bol général qui a poussé cette partie du peuple à descendre dans la rue, comme elle le fait très souvent. Ce que vous dites est très intéressant, puisque ça prend à contre-pied justement ce que dit le gouvernement. Et vous allez nous dire, Madame Chaban, vous qui avez côtoyé les grandes sphères, les hautes sphères du pouvoir politique dans votre pays, vous avez participé donc en tant que membre de l'Assemblée constituante à la rédaction de la Constitution de votre pays. Que dites-vous de la stratégie du gouvernement qui consiste à dire, pour le ministre de l'Intérieur, c'est une bande de casseurs, et le Premier ministre Youssef Chahed parle de jeunes instrumentalisés par l'extrême gauche et des groupes mafieux. Est-ce qu'une telle stratégie qui consiste à discréditer, à dénigrer ces manifestants, ça peut porter, à quoi ça peut conduire une telle stratégie? Il n'est jamais bon de semer la confusion. Il n'est jamais bon de... Je veux dire, les jeunes qui sont sortis dans la rue les premiers jours étaient là à revendiquer plutôt un meilleur être et une amélioration de leurs conditions de vie et surtout le retrait de certaines dispositions de la loi de finances. Ces jeunes étaient organisés, hein, ils se sont constitués en collectif, en groupement, et ils étaient appuyés par des associations de la société civile et également des partis politiques. Et les choses se sont faites un peu dans la continuité de ce qui se passe depuis des mois. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont instrumentalisés, comme dit le Premier ministre? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est très très loin de quelque chose qui émerge comme ça tout d'un coup au mois de janvier. Si on prend les 7 années, on a connu des mouvements sociaux localement en non-stop, c'est-à-dire tous les jours, il y a un village ou une ville où il se passe un sitting ou quelque chose. Donc ça n'a jamais cessé. Et on comptabilise entre 150 à 750 par mois des mouvements sur le plan local. Donc on est quand même sur quelque chose qui, depuis 7 ans, n'a jamais réellement cessé. Et il y a quelques mois, il y a eu la fameuse loi sur la réconciliation qui a mobilisé les jeunes. Et on retrouve une partie de ces jeunes-là, d'ailleurs, dans ce mouvement-là, qui a mobilisé... Avec la mise en place de l'instance vérité et dignité. Et donc, non, pas tout à fait. C'était par rapport au vote d'une loi qui est passée par ailleurs, hein, qui effaçait un peu les passifs. Oui, c'est ça, bien sûr, oui. On reviendra justement sur les détails de cette loi. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a eu des choses de contestées et qui impactent le quotidien des gens... Les jeunes se sont mobilisés en face. Donc cette fois-ci, ils se sont mobilisés de la même manière, avec la même ardeur, avec la même volonté de faire reculer en face les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui dans une réponse qui me semble extrêmement maladroite. Hein. Moi, alors, essayez de clarifier, est-ce qu'on peut véritablement dire qu'ils sont instrumentalisés ou bien est-ce qu'il y a aussi parmi eux des gens qui sont instrumentalisés par les partis politiques et les groupes mafieux, comme le dit le Premier ministre? Vous savez, quand il y a une manif à Paris, il y a des casseurs qui sortent, il y a des casseurs qui en profitent, comme quand il y a des manifs un peu partout dans le monde. Et sauf que nous, en plus, on a un autre phénomène, c'est qu'actuellement, il y a un programme de lutte contre la corruption qui fait qu'il y a aussi les barons de la contrebande qui, dans certains, sont arrêtés et autres, et qui ont eux-mêmes des réseaux à l'extérieur qui aimeraient bien que les choses reviennent un peu comme avant aussi, parce que c'est aussi leur business illégal qui est compromis dans ces histoires, et qu'ils ont aussi intérêt à semer de la zizanie. Mais moi, je ne fais aucune confusion. Je veux dire, les jeunes qui ont appelé, et le mouvement de « Qu'est-ce qu'on attend ?» a toute légitimité à manifester aujourd'hui, a toute légitimité à être dans ce type de revendication, et ils ont raison de rappeler à l'ordre aujourd'hui, parce que les gouvernements successifs jusqu'à maintenant ne sont pas
penché sur la question économique et ils ne lui ont pas accordé l'importance qu'elle devrait avoir dans le débat national dans le pays. Parce que véritablement, le personnel politique n'a jamais véritablement changé dans votre pays, puisque... Non, c'est même pas... Non, c'est pas ça. C'est lié au blocage dont je parlais au départ. Oui. C'est-à-dire qu'on est face à deux partis, qui est le parti NIDE et le parti Ennahda, qui ont les majorités aussi bien à l'Assemblée qu'au gouvernement aujourd'hui, oui. et qui ne portent pas de projet commun réellement et qui ne portent rien, en gros. D'accord. Et donc, forcément, quand vous n'avez pas de projet commun, qu'est-ce que vous voulez construire faire ensemble, autour? construire ensemble. Donc, pour le moment, on bricole, on cherche des réponses ponctuelles, et alors qu'on a besoin d'une vraie feuille de route aujourd'hui qui devrait mettre à plat les chantiers qui sont attendus en Tunisie et qui sont prioritaires. Oui. Aujourd'hui, chaque corporation exige qu'on passe des lois prioritaires pour régler tel ou tel, alors qu'on devrait avoir un calendrier législatif pour harmoniser les lois avec la Constitution et pour fixer les priorités, justement. pour se donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre la corruption, il nous manque de l'arsenal juridique, de l'arsenal législatif, pour mettre en place certaines mesures économiques. Les deux partis au pouvoir ont voté contre une mesure qui garantissait la traçabilité. Pourquoi? Parce que la traçabilité veut dire... La traçabilité, c'est la garantie de la rupture avec l'ancien système. Ce que vous pensez que les deux partis... Quand vous avez deux partis qui ne sont pas d'accord pour faire passer des lois qui règlent un certain nombre de questions autour des problématiques de transparence et de traçabilité, vous avez tout compris. Ils ne sont pas du tout dans le même moule que les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui. De toute évidence, il y a un malaise et un mal-être social. Je propose qu'on marque une coup de pause et qu'on revienne dans la deuxième partie, décrypter justement ce mal-être social et éventuellement les solutions éventuelles à y apporter. À tout de suite.